Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiée à la maîtrise avancée du VHDL. Donc, après avoir posé les bases dans la première série, entité, architecture, niveau d'abstraction et fondement du langage, nous allons maintenant aller plus loin et notre objectif est de vous aider à écrire du VHDL robuste, synthétisable et professionnel en vous confrontant aux vraies questions de conception. Donc, dans cette série, nous allons explorer les opérateurs VHDL, la différence entre séquentiel et concurrent au cœur de la modélisation matérielle. Nous allons aussi explorer les erreurs courantes de synthèse et surtout comment les éviter, des exercices interactifs pour valider vos acquis et bien sûr des astuces de conception issues de la pratique réelle sur FPGA et ASIC. Donc, que vous soyez étudiant ou ingénieur, cette série est conçue pour vous faire gagner en maturité dans votre pratique en VHDL. Bien, les opérateurs du VHDL, les 5 grandes familles d'opérateurs sont les opérateurs logiques, tout ce qui est AND, OR, NAND, XOR, XNOR, NOT, etc. Donc, ils s'appliquent bit par bit sur des vecteurs logiques, par exemple. On peut aussi traiter tout ce qui est opérateur arithmétique, notamment la somme arithmétique, bien évidemment, la soustraction, la multiplication, division, modulo, valeur absolue, etc. pour le calcul numérique entre vecteurs. Attention, la division et la multiplication, ils peuvent poser des problèmes de synthèse selon la cible du FPGA. Donc, on va traiter aussi dans ce cas-là les opérateurs relationnels, tels que l'égalité, inférieur ou égal, supérieur strictement, différent de, supérieur égal, notamment pour la comparaison dans les structures conditionnelles, if then else, if par exemple count supérieur à max, then on va faire quelque chose. Hein. Donc aussi, on va traiter aussi dans ce cas-là la concaténation. Elle permet d'assembler le AND, plusieurs bits ou vecteurs pour créer un vecteur beaucoup plus large. Et dans ce cas-là, je prends l'exemple. Si je fais la concaténation de 0, 0 et 1, 1, j'obtiens un vecteur beaucoup plus grand qui est 0, 0, 1, 1. Donc pour le décalage et la rotation des registres, on trouve décalage à droite, à gauche, shift left, shift right, rotate left, rotate right, etc., etc. Donc ce sont des opérateurs souvent utilisés pour multiplier par 2 ou bien diviser ou pour traiter des flux de données. Donc la bonne pratique, il faut toujours penser synthèse, et donc il faut privilégier les opérateurs faciles à traduire en matériel, ça c'est le plus important. Par exemple, le modulo est plus sûr que la division. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est la lisibilité. Donc on va essayer d'utiliser les parenthèses pour éviter toute ambiguïté dans la priorité. Aussi, il faut faire très attention au niveau optimisation. Donc, il faut garder toujours en tête que chaque opérateur génère un circuit spécifique, soit la somme, la comparaison, un comparateur, un décodeur, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est en VHDL, chaque opérateur correspond à un circuit matériel réel. Donc, choisissez-les en prenant à leur traduction physique, pas juste à leur effet logique. Bien, pour la partie instruction séquentielle et concurrente en VHDL,
C'est la partie du langage naturel du matériel, tout simplement. Le VHDL est particulièrement puissant pour décrire le parallélisme inhérent au circuit électronique grâce à ses instructions concurrentes. Contrairement à tout ce qui est séquentiel, qui s'exécute pas à pas, dans un processus, les instructions concurrentes sont évaluées en continu. Autrement dit, dès qu'un signal d'entrée change, l'instruction se réexécute instantanément. Cela reflète fidèlement le comportement réel du matériel. L'affectation de signaux concurrentes, la forme la plus simple est l'affectation directe. Dans ce cas-là, par exemple, signal out reçoit son affectation A and B. C'est-à-dire, dès que A ou B change, signal out est automatiquement mis à jour. C'est l'équivalent d'une porte AND physiquement. L'instruction when else, cette instruction est idéale pour exprimer des conditions simples, par exemple un multiplexeur. Si on prend l'exemple que signal out reçoit un when condition else 0, elle fonctionne comme une logique, si alors sinon, en mode concurrent. L'instruction with select when est parfaite pour gérer plusieurs cas de sélection, comme dans les décodeurs par exemple, ou les multiplexeurs multi-choix. Si on va discuter maintenant de la partie instantiation de composants, le VHDL permet de construire des architectures hiérarchiques en réutilisant des blocs existants. Par exemple, dans le cas du mapping, le composant name, par exemple map, reçoit port 1, reçoit signal 1. Et dans ce cas-là, cela facilite la modularité et la maintenance des conceptions complexes. Pour tout ce qui est boucle, generate, pour créer des structures répétitives comme un bloc de bits, on utilise la boucle generate. Par exemple, for i in 0 to 3 generate, output reçoit output i and enable, and generate. Cette boucle génère plusieurs affectations en parallèle, simplifiant le code. C'est pour conclure maintenant, les instructions concurrentes sont essentielles pour modéliser efficacement le parallélisme matériel. Et donc, les maîtriser, c'est pouvoir concevoir des architectures proches du matériel réel, tout en gardant un code clair et évitant de surcharger inutilement avec des processus séquentiels. Donc, ces instructions concurrentes sont le langage naturel du matériel. Donc, tout ce qui est instructions séquentielles en VHDL, on distingue deux grandes familles d'instructions. Les instructions concurrentes que nous avons vues précédemment et les instructions séquentielles que nous allons maintenant explorer. Bien, comme leur nom indique, les instructions séquentielles s'exécutent dans l'ordre, une par une, comme dans un langage évolué tel que le C. Mais attention, ces instructions ne peuvent pas être écrites n'importe où. Elles doivent obligatoirement être contenues dans un bloc séquentiel, c'est-à-dire un process, ou en langage algorithmique, ce qu'on appelle des procédures.
Dans la pratique, c'est surtout le process qui est utilisé, ce qu'on appelle le bloc process, et qui est une structure spéciale. Il est concurrent par rapport à l'extérieur, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il s'exécute en parallèle avec les autres blocs, mais il est séquentiel à l'intérieur. Ce qui signifie que les instructions sont exécutées dans l'ordre de haut en bas. Le process est sensible à certains signaux, on appelle la fameuse liste de sensibilité. Donc, c'est-à-dire à chaque changement d'un signal dans cette liste de sensibilité, bien évidemment, le process se déclenche et exécute son contenu. Si maintenant je vais présenter tout ce qui est affectation et variable, c'est utilisé uniquement à l'intérieur des blocs séquentiels. Leur effet est immédiat, sans délai, pratique pour des calculs intermédiaires dans un processus ou une fonction. Par exemple, le temp 2 points égale A plus B. Maintenant, pour l'affectation de signaux, bien évidemment, on met inférieur ou égal pour dire affectation. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur d'un process. Dans un process, l'affectation à un signal est différée. Elle ne prend effet qu'à la fin du cycle de simulation courant. Exemple, signal out reçoit, c'est-à-dire inférieur ou égal, temp. Voilà, ça c'est un bon exemple. En fait. Pour tout ce qui est instruction conditionnelle, if, then, else, très utilisé pour modéliser des décisions logiques, par exemple dans des machines à état ou des registres avec validation. Si je prends l'exemple if enable égale à 1, logique, then la sortie Q reçoit l'entrée D pour une bascule D. Les instructions de sélection, notamment le case, très utile pour générer des décisions multiples, comme dans les décodeurs, les multiplexeurs ou les machines à état. Par exemple, case select is when 00 y ou bien y reçoit A, when 01 y reçoit B, when others y reçoit 0, end case. Pour tout ce qui est boucle, for et while, très pratique pour répéter des actions. En synthèse, seules les boucles for à borne fixe sont autorisées. La boucle while sont plutôt réservées sur tout ce qui est simulation. Donc, je prends un exemple synthétisable ici. For i in 0 to set loop results 2 points égale a de i and b de i and loop. Ça, c'est un exemple synthétisable parce qu'on utilise le for plutôt que le while. L'instruction wait, très utilisée en simulation pour modéliser le temps ou des composants ou des comportements asynchrones. Est très rarement compatible avec la synthèse. Elle sert à attendre un événement ou un délai. Exemple, wait until clock reçoit 1. C'est-à-dire on va attendre jusqu'à le signal d'horloge clock reçoit 1. En conclusion, les instructions séquentielles sont au cœur du comportement temporel des circuits, notamment pour décrire des compteurs, registres et machines à état. Ce qu'il faut bien maîtriser, c'est la différence entre variables et signaux, la gestion des process,
qui est indispensable pour produire un code synthétisable, fiable et facile à maintenir. Passons maintenant au problème de synthèse en VHDL. Et surtout, c'est éviter les pièges courants. Bien, donc la synthèse consiste à transformer votre code VHDL en circuit matériel réel. Mais il faut faire très attention, tout le code VHDL n'est pas synthétisable. Donc ici, je vais présenter les erreurs fréquentes à éviter et comment y remédier. Pour tout ce qui est logique non synthétisable, certaines constructions VHDL n'ont pas d'équivalent matériel. Par exemple, tout ce qui est weight ne sont pas c'est uniquement des variables en simulation, pas en synthèse. Les fonctions récursives ou les boucles à bornes dynamiques, comme le while, ne sont pas aussi synthétisables. Les types complexes comme les fichiers ou pointeurs ne sont pas aussi pris en charge. Par exemple, si vous avez un wait à faire, wait for 5 nanosecondes par exemple, qui est variable uniquement en simulation, seulement d'ailleurs. Et comme solution, ici, on va utiliser plutôt les signaux d'horloge. Exemple, rising age clock. C'est-à-dire un fromenton d'horloge. Donc, pour favoriser la synchronisation. On doit aussi remplacer tout ce qui est boucle dynamique par des boucles à bornes fixes. Et tout ce qui est latch non intentionnel, c'est-à-dire, je m'explique ici, un else oublié dans un if génère automatiquement un latch implicite, ce qui entraîne une surface matérielle inutile et des risques de glitch. Ce sont les glitches qui sont les pics inutiles. Voilà. Si je prends un exemple que je classe comme dangereux, si j'ai une process A et B, begin, if A égale à 1, logique, then Y reçoit B, and if. Ici, pas de else, je n'ai pas mis de S, automatiquement j'ai un latch qui a été créé. Comme solution pour corriger, toujours couvrir tous les cas possibles. Exemple, if A égale à 1, logique, then Y reçoit B, else Y reçoit 0 logique. On utilise when, others pour tout ce qui est dans les structures case pour éviter les cas non traités. Il existe aussi des problèmes de synchronisation. Ici, il ne faut pas on mélange logique synchrone et asynchrone. Oubliez la condition rising edge clock pour les bascules. Violation du temps de setup et de hold. Et c'est un bon exemple pour cette partie-là, c'est la bascule désynchrone. Par exemple, je vais mettre un process clock begin if rising edge clock, c'est-à-dire si j'ai un signal, un changement d'état du clock, un fromenton, then la sortie Q reçoit D. And if, and process. Ça, c'est une bonne pratique. Donc, on doit aussi éviter les resets asynchrones sauf nécessité et vérifier les contraintes temporelles via les fichiers SDC, Synopsys Design Constraint. Les optimisations non optimales, un code synthétisable peut être correct, mais inefficace. Dans ce cas-là, nous avons une ressource hardware gaspillée, par exemple multipliée, non partagée. Chemin critique trop long,
logique redondante. Si je prends l'exemple if select reçoit 0, 0 logique, then output reçoit A plus B, else if select reçoit 0, 1, then output reçoit A moins B, else out reçoit A plus B. En fait, c'est un calcul qui est dupliqué en fait. En ce cas-là, le A plus B est dupliqué pour select égale à 0, 0 et dans le else. Donc ici, dans ce cas-là, il faut bien évidemment optimiser le code. Et le code bien optimisé sera output reçoit A plus B when select reçoit 0, 0 ou bien select reçoit 1, 1, else reçoit A moins B. Donc ça c'est tout ce qui est, donc ça c'est la correction recommandée. La meilleure analyse des rapports de synthèse, on peut utiliser soit Vivado, soit Quartus. Et la factorisation des opérateurs communs. Donc si on va conclure sur cette plaque, pour un code VHDL robuste et synthétisable, donc on doit toujours éviter les constructions purement logicielles, le wait, les boucles infinies. Hein. Spécifier toujours tous les cas avec else, when others. Et privilégier la logique synchrone. Donc on doit utiliser tout ce qui est rising edge afin d'analyser vos rapports de synthèse pour optimiser votre design. En résumé, un bon designer VHDL pense plutôt toujours matériel dès l'écriture du code source. Passons maintenant à la partie évaluation des connaissances. Et je vais commencer par la question numéro 1. Lesquels opérateurs suivants est un opérateur de concaténation en VHDL? Plus, et, le AND et le XOR. La réponse correcte, c'est le B. C'est l'opérateur utilisé pour concaténer des bits ou des vecteurs. Hein. Question numéro 2. Quel est l'opérateur permet une rotation à gauche d'un vecteur de bits? Shift left logical, shift left arithmetical, arithmétique, c'est-à-dire tout ce qui est arithmétique, rotate left, ou bien shift right logical. Eh bien ici, la réponse correcte, c'est le C. C'est le C. Rotate left signifie bien rotate left, c'est-à-dire une rotation vers le left. Contrairement au décalage classique, la rotation ne perd pas de bit. Le bit qui sort à gauche, bien sûr, il revient à droite. C'est très utilisé dans les algorithmes cryptographiques ou les manipulations de registres circulaires. La question 3, lequel des opérateurs suivants est arithmétique? Le mode, le XOR, le SRA et le NOT. Bien sûr, la réponse correcte, c'est le A, c'est le modulo, est un opérateur arithmétique qui renvoie le reste de la division entière. Très pratique pour calculer par exemple une division modulo une taille de tableau ou pour créer des compteurs cycliques. XOR et NOT sont purement logiques dans ce cas-là, et SRA est un décalage arithmétique. Mais pas une opération arithmétique au sens strict. C'est juste un décalage. Hein. Toujours dans la partie évaluation des connaissances, eh bien, les instructions concurrentes sont évaluées à une seule fois au début, lorsqu'on appelle la fonction, à chaque changement de signal dans la liste de sensibilité, ou bien dès que le processus principal le permet.
Et donc, la question correcte, c'est le C, à chaque changement du signal dans la liste de sensibilité. Et dans ce cas-là, une instruction concurrente est évaluée dès qu'un signal qui y impliqué change de valeur. Il n'y a pas besoin d'appeler ou de déclencher manuellement quoi que ce soit. C'est le simulateur ou le synthétiseur qui gère ce déclenchement automatique comme le fait un circuit réel. La cinquième question, quelle instruction concurrente est le mieux adapté pour coder un multiplexeur? Loop, if, then, with, select, when et le wait. La réponse correcte, c'est le C. C'est with, select, when est parfaite pour coder des multiplexeurs car elle permet de sélectionner directement une sortie en fonction d'une valeur sélectionnée. Elle est claire et surtout synthétisable et se lit comme une table de correspondance. La question numéro 6, parmi les instructions suivantes, laquelle n'est pas concurrente? Le A ou le process pour le B, le C c'est with select et le D c'est le wait until clock reçoit 1. Bien sûr, c'est le D ici dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, attention au piège. Wait until clock égale 1, logique, est une instruction séquentielle, utilisée uniquement à l'intérieur d'un process, souvent dans un test bench. Et les trois autres sont bien des instructions concurrentes. Cette question montre qu'il faut bien distinguer le contexte d'utilisation en VHDL. Donc pour la section 3, donc les instructions séquentielles en VHDL peuvent être écrites uniquement dans une architecture, un bloc generate, un bloc process, fonction procédure, ou bien un commentaire. Et donc la réponse correcte c'est le C. Les instructions séquentielles comme if, case, for et les affectations de variables ne peuvent pas être posées n'importe où. Elles doivent être encapsulées dans un contexte séquentiel. Un process est une fonction ou une procédure en dehors de ces blocs. Elles ne sont ni valides ni interprétées correctement par les outils. Question 8. Dans un process, quelle est la différence entre deux points égaux et inférieur ou égal? Le A, c'est aucune. Hein. Le B, affectation, un signal. L'inférieur égal, c'est une variable. Deux points égal, un signal. Et inférieur égal, c'est une variable. Le C, c'est l'inverse. Deux points égal, c'est une variable. Et inférieur égal, c'est mise à jour un signal à la fin du cycle. Et le D, les deux sont équivalents dans la synthèse. La réponse correcte, c'est bien sûr le C. Dans un process, on peut manipuler à la fois des variables et des signaux. Avec deux points égaux, on affecte une variable. Et la mise à jour est immédiate dans l'ordre du code. Inférieur égal, on affecte un signal. Mais la mise à jour est différée. Elle prend effet à la fin du process ou du cycle de simulation. Cette distinction est essentielle pour éviter les bugs subtils dans les machines d'état ou les calculs intermédiaires.
Question 9. Quelle structure est préférable pour coder une machine à état? Wait, case, will select ou bien ROL. La réponse correcte, c'est le B, c'est le case. La machine à état typique en VHDL repose souvent sur une structure case, car elle permet de décrire proprement chaque état avec une bonne lisibilité et une synthèse efficace. Bien, donc pour les problèmes de synthèse, quel est le code suivant risque de générer un latch non intentionnel? Un if sans else, un case avec when others, un signal qui reçoit un B ou bien un bloc combinatoire avec toutes les conditions ouvertes. Et bien dans ce cas-là, le if sans else, il va générer un latch involontaire. C'est l'un des pièges les plus classiques. Un if sans else est un processus. C'est comme à dire au synthétiseur, garde la dernière valeur si aucune condition n'est vraie. Résultat, il insère un latch, ce qui est rarement ce que l'on veut toujours dans notre programme. Toujours couvrir tous les cas, même par une valeur par défaut. La question numéro 11, quel élément n'est pas synthétisable? Le rising edge, la boucle for, la borne fixe, la fonction récursive ou bien l'affectation de signal dans un process. Dans ce cas-là, la réponse correcte, c'est la fonction récursive. Elle fonctionne en simulation, mais pas en synthèse. Le synthétiseur doit connaître le nombre d'itérations. La récursivité ne pas donc jamais être déroutée de manière sûre. Donc il faut préférer plutôt les boucles fixes. Donc, quelle erreur conduit souvent à une optimisation du circuit? Soit l'utilisation de registres asynchrones, logique combinatoire redondante, utilisation de signal de reset ou bien la déclaration de type simple. La réponse correcte, c'est le B. C'est tout ce qui est logique redondante, pardon. Répéter inutilement les mêmes calculs ou dupliquer des expressions logiques dans plusieurs blocs, même à des circuits plus gros, plus longs, plus coûteux. Pensez à factoriser votre logique et à utiliser les signaux intermédiaires. Alors, les erreurs fréquentes à éviter en synthèse VHDL, if sans else, pour éviter tout ce qui est latch involontaire, les fonctions récursives, tout ce qui est redondant, tout ce qui est wait for, qui est utilisé uniquement en simulation, pas en synthèse, les boucles non bornées, l'absence de when others, dans le cas de case, et utilisé de type non standard. Je vais finir ce cours par une activité interactive, juste, on va dire vrai ou faux, pour les propositions ici. Wait for 10 nanosecondes est synthétisable? Faux, seulement en simulation. Une boucle for i in 0 to 3 loop est synthétisable? Vrai, parce que c'est une boucle qui est bornée. Nous avons les bornes ici de 0 à 3. If test reset, if reset reçoit 1, then, sans else, ne pose aucun problème. Faux, sans else, on peut générer des latches. Une fonction récursive peut être utilisée pour le calcul de factoriel dans un circuit. Faux, la récursivité n'est pas synthétisable. Rising edge, clock, est acceptable en synthèse, ça c'est vrai.
C'est même le standard d'ailleurs. Et un signal reçoit A and B est synthétisable, vrai. C'est une opération logique combinatoire qui contient la fonction AND, voilà, une affectation, donc tout à fait synthétisable.